Marc de la Salle, Oui, bonjour. vous êtes présentement en onde. Ah, d'accord. Bonjour à tous vos auditeurs. Excellent. Vous allez bien? Oui, ça va bien, oui. Excellent. Dans les dernières heures, j'ai pris connaissance un petit peu des articles que vous avez mis en ligne sur le site web là, de marcdelasalle.com. Mhm. Et dans le fond, si vous voulez bien, je vais vous poser des questions en relation avec ça. Oui, c'est une bonne idée. Oui, allez-y. Alors, il y a un des sujets qui a été amené, ça a été le parasitage de l'énergie de l'homme. Oui. Dans l'article qui s'intitule la malignité du parasite, là. Mhm. Donc, c'est quoi encore le titre? La malignité du parasite. Ah oui, ok, la malignité du parasite, d'accord. Oui. Fait que ben, je trouverais ça intéressant que vous nous parliez un petit peu comment que vous percevez le parasitage de l'énergie de l'être humain. Ben, c'est certain que c'est des choses que l'individu n'est pas très scient en ce moment, mais il va être obligé de regarder ça de plus en plus dans les années à venir. Parce qu'il y a des forces d'énergie beaucoup plus négatives qui englobent la Terre. Donc, dans cette optique-là, l'individu va devoir un peu plus investiguer sa psyché. Parce que jadis, on pouvait peut-être facilement passer à travers des expériences négatives un peu plus difficiles, mais de moins en moins, parce que on sait que la société est de plus en plus décousue, donc c'est plus difficile pour l'individu de se retrouver, puis d'avoir une ligne directrice. Et les parasites contribuent énormément à mettre une pression supplémentaire sur la psyché des hommes et des femmes, dans ce sens que c'est cela qui rend l'homme beaucoup plus facilement charrié par l'expérience de l'astral. En gros, je crois que c'est ça que ça dit. OK, donc, autrement dit, les parasites auxquels vous faites allusion, ça reviendrait à dire que c'est les forces du monde astral. Oui, ben c'est des énergies qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement pénétré la pensée, mais qui sont des énergies qui font partie de toute l'accumulation de, de forces négatives sur la Terre, parce qu'on est rendu à un point culminant en ce moment, en 2012, où l'accumulation est très, très grande, puis pour renverser ces forces-là, ça va prendre de la lumière, ça va prendre définitivement une régence planétaire pour assurer l'avenir du globe ou la vie sur la Terre, dans ce sens que les individus sont confrontés aujourd'hui à des zones grises très, très difficiles sans nécessairement comprendre parce que le parasitage empêche le développement de la conscience supramentale sur la Terre dans l'optique d'annihiler la pensée à l'illusion que l'homme s'en va nulle part. Et ça, c'est très, très fort. Présentement, au niveau mondial, on peut le voir avec l'Iran et l'Israël qui sont à couteau tiré. On peut le voir aussi avec la Syrie. Ce sont donc des moments très culminants dans l'histoire de l'humanité qui se passent présentement. Et pour l'individu qui ne pourra pas comprendre le parasitage de sa conscience, il ne pourra pas non plus s'extirper de cette situation-là et de donner une direction réelle à sa vie. Et c'est vraiment le tournant de la conscience de l'homme. On est au tournant de cette conscience-là, que l'homme doit saisir que un parasite, dans le fond, c'est quoi? C'est une énergie qui est indirectement liée à un égrégore quelconque, liée à la mémoire de la race, liée au mensonge cosmique, et qui s'attaque à la psyché de l'homme pour facilement pénétrer son éther, sa conscience, sa tête, pour permettre par la suite l'entrée de pensées astrales négatives plus puissantes. Donc,
s'il y a des parasites autour de votre psyché, vous avez moins de science pour savoir qu'une pensée est astrale. Oui, parce qu'on, dans le fond, ça revient à dire que plus qu'on est parasité, plus qu'on est inconscient, fait qu'on est pogné, on est pris dans un cercle vicieux à ce moment-là. C'est parce que ce qu'on veut faire au niveau du parasitage, les forces lucifériennes, qu'est-ce qu'ils veulent faire au niveau du parasitage? Parce que là, je dénonce cette situation-là. C'est certain que moi, que je les vis, les contre-courants de cette dénonciation-là, parce que on ne dit pas des choses et s'attendre qu'on ne vivra rien par la suite. Dans ce contexte-là, en dénonçant le parasitage, parce que ça, c'est une orchestration des forces lucifériennes, de décider de prendre une énergie beaucoup plus subtile qu'une entité pour s'attaquer à l'astral de la pensée. En parasitant davantage la conscience de l'individu, prenez l'Internet. Il y a énormément de parasitage à travers l'Internet. Il y a énormément de sites sur Internet qui sont totalement astrales. Donc, puissamment, ce ne sont pas nécessairement dans les forces directes. Tu vas peut-être voir qu'un site est très beau, mais c'est certain, l'astral utilise les plus belles formes pour créer l'illusion parfaite. Les casinos, c'est un exemple. Comment est-ce que tu peux penser aller au casino et gagner quand le casino va te redonner seulement 3%? Donc, il y a cet exercice-là de parasitage qui est très puissant, puis les forces lucifériennes, eux autres, choisissent de se cacher derrière la psyché de l'homme. OK. Mais je serais curieux de vous entendre parler aussi sur l'origine, la cause de ce parasitage que l'être humain subit. D'où est-ce que ça vient? C'est parce que l'homme n'a pas assez pénétré le mensonge cosmique, il n'a pas assez dénoncé dans le passé. L'arnaque de l'âme. L'âme, c'est une arnaque, c'est du mémoriel. Donc, cette mémoire-là profite au parasitage. Parce que c'est une densité morte. Donc, en étant une densité morte, l'âme permet indirectement qu'il y ait plusieurs forces négatives qui s'amalgament à une mémoire. Et c'est de là que ça vient. C'est beaucoup plus puissant aujourd'hui qu'hier, parce que la société est compressée, mais davantage aussi parce que l'homme ne communique plus. Et jadis, au minimum, les familles ou le clan familial servait à protéger l'homme d'une certaine décadence, en lui rappelant les bonnes valeurs ou les vertus de l'Église. Mais les vertus de l'Église ne servent plus. Donc, tout est en train d'éclater parce que les valeurs de l'Église, on les connaît, on a fait le tour du jardin, puis l'homme ou l'individu, il doit découvrir autre chose que la religion. Et dans les années à venir, il y a énormément de gens qui vont se retourner vers la religion pour simplement exiger de celle-ci qu'elle lui rende en main propre la direction de sa vie. Et il y a pas... Donc, ce parasitage-là, ou le parasite, provient de forces nouvelles qui, condensées par l'égrégore de la mémoire de la race et jumelées au mensonge cosmique, permettent d'établir sur la Terre une plus grande avancée de la noirceur. Et prenez n'importe quelle forme musicale, la musique, prenez n'importe quelle forme, vous allez retrouver des formes beaucoup plus poussées dans leur subtilité. Et je crois que jadis, les gens se tatouaient, mais ce n'était pas lié à du parasitage. C'était lié à un exercice de culture ou de tradition. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lié à l'astral qui se manifeste sur le corps de l'homme. Donc, aller voir clair à travers cela n'est pas facile et ne sera pas d'autant plus facile dans les années à venir. Oui, bien surtout que si on ramène la notion de parasitage à toutes les taxes qui s'additionnent, les impôts, comment que, par exemple, si on prend au niveau gouvernemental, où ce que, par exemple, au Québec, la TVQ a augmenté, passé à 9,5 %, puis il y a tout le temps plus d'impôts, plus de taxes, plus aussi sur le coût de l'essence qui a augmenté.
Mais ça, c'est pas nécessairement lié au parasitage. C'est lié à la non-intelligence des gouvernements. C'est deux choses. Le parasite s'attaque à l'occulte de la psyché de l'homme. OK. Il faut comprendre que le parasitage cache un agenda caché. Le gouvernement ne cache pas d'agenda caché, il est endetté. Il cherche une moyen de se désendetter et l'homme va payer le prix pour ça, mais ça, c'est correct. Parce que ça ne fait pas partie du parasitage, ça fait partie de l'inconscience de l'homme. C'est normal. Quand tu manques d'intelligence, tu ne peux pas en créer. Mais le parasitage, dans la nuance que j'aimerais apporter, est la suivante. C'est que le parasitage est une forme absolue de contrainte pour l'ego de l'homme au niveau du développement de son intelligence. C'est ça le but du parasitage. C'est d'empêcher que l'intelligence de l'homme se développe. Alors que avoir des taxes par-dessus taxes, ce n'est pas du parasitage, c'est tout simplement une absence de direction intelligente pour la société. Donc, on ne parle pas quelque chose d'occulte, qui est occultifié, alors que le parasitage, c'est quelque chose qui est totalement occultifié. C'est quelque chose qui indirectement indispose la conscience de l'homme pour l'amener simplement vers une destruction de soi, mais très, très, très machiavélique et très lente, pour que ensuite une pensée suffisamment astrale puisse le pénétrer. Et le choc final, indirectement, des forces astrales, c'est d'avoir de plus en plus de monde sur la Terre qui souffre de santé mentale. C'est ça, le but non dévoilé du parasite. Et pendant que vous parlez, j'ai cru vous entendre écrire avec votre crayon. Est-ce que vous écrivez? Ben, parfois, je dois écrire pour me désengager de ce que je vais dire. Parce que c'est une façon, pour moi, de relaxer mon esprit. J'ai pas besoin de parler à travers une conscience qui peut se fatiguer beaucoup plus rapidement quand on parle de ce sujet qui vont dans ces éthers-là. Donc, l'écriture, pour moi, c'est du barbouillage. J'écris pas vraiment les mots. Des fois, j'écris des mots. Et je fais du barbouillage. Ça me relaxe l'esprit. Ça fait que vous entendez ça. Ouais, ben, faut dire que je suis habitué avec beaucoup de gens qui œuvrent dans le domaine du supramental. Ils vont se mettre à écrire un peu comme Bernard faisait, là, des lignes là, pour les amener à être branchés sur leur source, là. Je dirais pas que c'est pour être branché sur la source dans mon cas, mais puis si ces gens-là l'expliquent comme ça, ben c'est correct aussi. Moi, je le définis de cette façon. C'est que l'esprit a besoin de relaxer et c'est une énergie qui est quand même puissante quand on parle d'énergie supramentale. Mm-hmm. Et c'est une façon de relaxer parce qu'il n'y a pas de... Tu ne peux pas penser. Il n'y a pas de recherche du mot. C'est seulement le mouvement de la vibration qui circule. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un individu qui a accès à une vibration de la descendre sans effort. C'est sûr que la plupart des gens qui vivent cette conscience-là supramentale vont dire la vibration, c'est pas un effort. Puis ils ont entièrement raison. Mais pour relaxer dans une conscience supramentale et de donner un propos intelligent qui suit indirectement la conscience supramentale, l'homme doit être désengagé de ce qu'il dit. Et en barbouillant, il est totalement désengagé. C'est la nuance que j'apporte. Okay. Je ne sais pas si ça va être importante. Bon, je trouve ça intéressant, dans le sens que vous êtes désengagé subjectivement de ce qui est dit. Ah, totalement. Okay. Totalement. J'ai aucun agenda à placer. J'ai aucun agenda. J'ai rien. Dans le fond, moi, je n'ai rien à dire, sinon que de répondre à la question. Il y a un auditeur qui utilise comme pseudonyme Six Sense, puis il voudrait savoir si ça s'apparente à l'écriture automatique, ce que vous faites. Ben, ça dépend qu'est-ce qu'on définit comme écriture automatique. Écriture automatique, est-ce que c'est... ce qu'il s'agit de savoir à travers l'écriture, c'est est-ce que c'est vous qui écrivez ou c'est quelqu'un, une entité qui passe à travers vous qui écrit? Comme moi, pour mon expérience personnelle, je sais que c'est mon esprit qui écrit. Donc, j'ai pas à passer à travers une entité pour faire l'écriture.
Est-ce que c'est l'écriture automatique? Ça pourrait être ça. Donc, c'est la définition que je donne, moi, à l'écriture que je fais. C'est que c'est mon esprit qui relaxe quand j'écris. Et je pourrais très, très bien parler sans avoir un crayon, puis je peux le faire pendant des heures. Mais pour commencer une vibration, pour descendre une vibration, il est plus facile d'écrire pour la simple et unique raison que on s'adresse à une psyché. On ne s'adresse pas nécessairement à monsieur tout le monde. Et on va dans des corridors de conscience qui ne sont pas habités toujours par la conscience. Donc, il y a énormément d'égrégores, énormément de parasitage sur tous les niveaux de conscience. Il y a des gens qui écoutent possiblement, OK, puis ils savent de quoi je parle. Puis il y en a d'autres qui vont dire, je savais pas ça, ou indirectement, ça fait pas de sens pour moi. C'est avec les années, des fois, qu'on arrive à réaliser qu'il n'y a pas d'hasard. Et tout ce qui est dit permet qu'il y ait une circulation d'énergie. Moi, l'important pour moi en écrivant, c'est que cette circulation d'énergie-là se fasse le plus rapidement possible pour que je ne perde pas d'énergie. Alors qu'il y en a pour d'autres, que c'est peut-être pour eux autres une façon de se protéger, dans le sens qu'ils veulent, en écrivant, en utilisant un crayon, ça lui permet indirectement de se protéger par rapport à leur subjectivité. Ça dépend de la conscience de l'individu. On ne peut pas se compter de mensonges dans la conscience supramentale. On peut seulement savoir où on est rendu. Donc, l'individu qui pose la question de l'écriture automatique, si ça rentre dans ce que moi j'ai décrit, possiblement qu'il relaxe énormément en faisant ceci. Puis, est-ce que l'information vient plus facilement dans l'écriture? Oui, parce que l'ego est désengagé. Il y a une différence notoire dans cette façon-là de faire. Et y aura-t-il de plus en plus d'avantages à faire ceci? Ça dépend de l'individu. Moi, j'ai déjà une énergie calme. Imaginez si je me mets à écrire en plus, ça devient encore plus calme. Ouais. C'est ça que ça donne comme résultat. Parce que je le fais pas, j'écris pas moi pour me relaxer parce que je suis excité. J'écris parce que c'est une façon très facile d'avoir accès à de l'information et que mon esprit peut, dans cette optique-là, rester ouvert à ce qui va venir au bout du crayon parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais écrire. Je peux même pas voir le mot. Je vais le dire, je vais saisir par vibration le mot, peut-être à la fin du barbouillage. Ça peut être des fois au début, puis quand le début du barbouillage en bas, je peux poursuivre sans nécessairement avoir besoin vraiment d'écrire parce que la vibration est déjà descendue. Il faut seulement que je formule les mots qui sont derrière cette énergie-là. Voilà. Merci pour l'explication. Oui, c'est quand même important parce que les gens se demandent pourquoi est-ce que les gens écrivent. Moi, c'est ça. Il y en a d'autres, je ne sais pas. Oui, dans le fond, il y avait une autre question par rapport à l'écriture. La personne était curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce type d'écriture-là? La première des choses, c'est que si tu veux communiquer avec ton double, c'est beaucoup plus facile dans cette façon-là au début. Je me rappelle au départ que le double me parlait, mais ça n'était pas tout à fait clair. Alors, j'ai décidé de tout simplement l'écrire et d'exiger du double. À un moment donné, j'ai exigé du double ça m'intéresse pas de barbouiller, tu vas parler plus lentement, là, puis je vais écrire les mots que tu vas me donner. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet probablement une calibration de la vibration du double à travers ta psyché, puis un exercice de ton autorité pour lui dire « parle-moi comme du monde ». Puis avec le temps, il n'y a plus besoin de lui de s'ajuster parce que toi, tu es plus ajusté par rapport à la vibration de ton double. Donc, dans ces circonstances, il est beaucoup plus facile pour l'homme d'avoir une conscience définie de qu'est-ce que c'est son lien avec l'occulte. Parce que là, il peut mettre des mots sur ce qu'on lui dit et jumeler à sa vibration son ego
enregistre cette nouvelle codification-là qui donne de la transparence et qui permet, avec le temps, à l'homme de se retourner contre les forces. Parce que c'est toi qui écris. En autant que ce soit toi qui écris tout le temps, puis c'est toi qui gères le crayon, et non le double qui gère le crayon, ça te permet de descendre ton autorité. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Je vais demander à mon double, est-ce que c'est valable pour tout le monde d'écrire? Ils disent, dans la mesure que la personne ne se fasse pas charrier. Comment est-ce qu'elle va savoir si elle se fait charrier? Bien, simplement si elle veut écrire. Ça se comprend? Ben, c'est-à-dire, la personne va savoir si elle se fait charrier par rapport à son désir d'écrire? Oui, parce que l'écriture, ce n'est pas une volonté, c'est une vibration. Il y en a qui vont l'avoir, accès à cette vibration-là, puis il y en a qui n'auront pas accès à cette vibration-là. Il y a des gens qui peuvent prendre le crayon, puis ils peuvent vouloir écrire, puis ils peuvent dire, mais comment ça se fait que je ne peux pas rien écrire? C'est parce que indissociablement, il y a dans l'ego une forme qui s'autoriserait un certain sentiment de supériorité à travers cette écriture-là. Moi, des fois, il y a des gens qui me voient écrire, ou quoi que ce soit, de cette façon-là, parce que là, j'ai accès à énormément d'informations, autant sur leur personne que sur la réalité de l'invisible. Ça les fascine. Il y a une fascination qui embarque dans eux. Et la fascination, c'est de la curiosité mal placée, parce que c'est tout simplement vouloir avoir accès à une autorité ou à de la puissance à travers l'ego. Et l'écriture, ce n'est pas de la puissance à travers l'ego. C'est la puissance de l'esprit dans l'ego. Il faut que l'esprit soit suffisamment descendu dans l'ego, parce qu'après ça, l'ego se désengage de la réponse ou de la... Ça se comprend? Oui, ben la nuance est importante ici, je pense, à faire, parce que beaucoup de gens peuvent avoir le désir subjectif d'écrire puis d'aller chercher de l'information sur les plans, mais ils n'ont pas nécessairement tout le monde la maturité puis la transparence de l'ego pour le faire, tu sais. Oui, puis il y a aussi de savoir avec qui tu parles. Tu parles-tu vraiment avec ton double ou tu parles avec une entité qui se fait passer pour ton double? Ça peut être ça aussi, hein? Exactement. On parlait de parasitage tantôt. Fait que, voilà. Comment être capable de détecter justement le parasitage de notre psyché à ce moment-là? Oui, c'est ça. Parce que si l'homme a de la crainte, il peut énormément être parasité. Et si l'homme n'est pas capable, donc l'homme, la femme, s'ils ne sont pas capables, ces individus-là, de transcender le réel, qu'est-ce que ça veut dire transcender le réel? Cela veut dire que vous n'avez aucune retenue par rapport à l'occulte. Vous pouvez aller où vous voulez. Donc, si une personne n'est pas capable de transcender le réel, elle n'aura jamais accès à la vibration du double. Et elle va toujours rester dans l'information qui est suggérée par le double ou l'information qui peut être soufflée par une entité maîtresse. Son entité maîtresse ou soufflée par une entité extérieure à sa conscience. On peut parler de guides spirituels, d'anges ou de personnes de très haut niveau qui se déguisent pour faire croire à l'homme qu'il parle avec son double. Donc, transcender le réel, ça veut dire de connaître l'éthérisation de sa parole. Comment est-ce que vous parlez, même si vous savez que votre double est très, très, très près, comment est-ce que l'ego peut percevoir sa parole? Comme, je vous donne un exemple. Vous pouvez, à un moment donné, parler et comprendre que l'écho de votre parole est entendu sur les plans. À ce moment-là, vous allez savoir que les anges qui sont autour de vous, ou les guides spirituels qui sont autour de vous, ça va bouger énormément. C'est soit qu'ils dégagent, parce qu'ils ne peuvent pas absorber la vibration de la lumière qui passe à travers l'esprit de l'homme et qui les aveugle. Dans ce cas ici, ils s'en vont. Il y en a d'autres, étant donné qu'ils reconnaissent que l'homme a transcendé le réel, parce qu'ils rentrent dans une zone d'énergie dont ils ne connaissent pas,
Ils vont rester. Mais en restant, ils sont obligés d'écouter l'homme. Puis en étant obligés d'écouter l'homme, ils sont obligés de se faire instruire par l'homme. Et ça ne fait pas leur affaire. Donc, y a-t-il des entités astrales ou des guides spirituels qui, à travers une ligne téléphonique, à travers votre émission radiophonique, peuvent écouter? Certainement. Certainement. Est-ce qu'il y a énormément de parasitage à travers ça? Il peut y en avoir. Ça dépend des deux consciences qui s'établissent. Je vous donne un exemple. Si vous n'êtes pas présent ce soir à ce que je dis, ça prend quelqu'un pour l'absorber, ça, ce que je dis. Donc, c'est peut-être quelqu'un dans son salon qui écoute cette émission-là qui va l'absorber. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et si, supposons, vous réfléchissez par rapport à ce qui est dit, cette conscience-là que vous avez peut servir de parasite à votre émission. Dans cette optique-là, il y a des choses qui vont se dire qui vont être des mensonges, à moins que celui qui parle soit capable de dénoncer le mensonge intégralement et de ramener un peu d'ordre sur les plans, même si c'est une ligne téléphonique. Tout est su, tout est entendu. L'homme ne peut pas avoir une éthérisation de sa parole sans savoir que sa parole était entendue sur les plans du moment qu'il ouvre sa bouche pour dire ce qu'il a à dire. Voyez, en ce moment, j'écris beaucoup parce que c'est très facile pour moi d'écrire. Oui, ben c'est intéressant ce que vous amenez, c'est-à-dire c'est de voir l'impact occulte de la parole qu'on a, tu sais. Bien, d'abord, il faut maîtriser sa parole dans la matière pour, après ça, il faut être capable de ramener le double à l'ordre, il faut être capable d'avoir, à travers sa parole avec le double, aucun assujettissement de dire, ah ben moi je veux parler à mon double parce que je me sentirais plus intelligent ou je veux savoir des choses, si je parlais à mon double, je saurais plus de choses. Ça fonctionne pas comme ça. On parle à son double parce qu'on est tanné de se faire chier. Donc ça prend de la colère pour transcender l'énergie du double. Et après ça, avoir accès au réel et à l'éthérisation de sa parole, qui est une manifestation cosmique de l'intelligence de l'homme depuis sa réincarnation, selon ce qu'il doit faire dans la matière, en fonction de sa parole et en fonction de la destinée cosmique des éthers de l'univers cosmique à travers la planète Terre. Parce que la planète Terre, c'est un univers cosmique. En ce moment, c'est un univers de merde, mais ça va changer. Il y avait une des auditrices qui utilise comme pseudonyme Tante Adélaïde qui voulait savoir le double auquel vous faites référence. Est-ce que c'est une construction de l'esprit? Est-ce que c'est une construction de l'esprit? C'est une bonne question. Ce n'est pas une construction de l'esprit. Le double, c'est la contrepartie cosmique de l'intelligence de l'homme. Si on avait simplement une âme, puis on n'avait pas une partie cosmique, on n'aurait jamais été capable de transcender le réel et de savoir d'où on vient. Est-ce que ça répond à la question? Oui, mais encore faut-il, quand vous dites de savoir d'où on vient, est-ce que vous faites référence, là, dans le fond, à... parce que j'essaie de voir, là, dans quel sens... Aux origines de l'homme. Quel était le plan cosmique des individus qui ont créé l'homme? Quel était le plan cosmique à l'origine? Est-ce que c'était de créer une race qui, un jour, pourrait avoir accès à un niveau d'information et d'énergie suffisamment élevé pour ne pas se faire construire un mensonge à l'intérieur de sa conscience lorsqu'une fois qu'il aurait découvert le réel de sa destinée? Donc, le réel de la destinée de l'homme, c'était pas l'âme, c'était l'esprit qui descend dans l'âme et qui épure l'ego pour que celui devienne transparent. Un ego transparent pouvait supporter une intelligence multidimensionnelle et infinie. Parce que dans l'ego transparent, l'énergie qui se manifeste n'a pas de nom, sinon que celui de l'évolution.
Et ce n'est pas toutes les incarnations dans l'univers de races ou sous-races qui ont cette astérique-là de l'évolution sur leur conscience. L'homme est destiné à devenir une conscience évolutive qui va instruire les autres civilisations dans l'espace-temps de ce qu'est le réel. Il y a pas, si vous posez la question, comment se fait-il que des civilisations venant d'ailleurs viennent toujours sur la planète Terre et font des expériences et vont faire peut-être enlever des êtres humains? Si c'est réel pour ceux qui pensent que ce ne l'est pas, tant mieux. Si c'est réel pour ceux qui pensent que ce l'est, tant mieux. Comment se fait-il que ces individus-là font ces actes-là contre l'homme? C'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'origine de la race qui les contient et qui les définit. L'homme, je le vois très peu aller dans d'autres espaces-temps puis vouloir dominer d'autres races. Il le fait sur la Terre parce qu'il les donne une conscience animale. Mais lorsqu'il va être dans une conscience d'esprit, il va pouvoir aller dans d'autres mondes et établir que la plus belle des intelligences, la plus belle des destinées, ce n'est pas de garder l'information pour soi, mais c'est de la partager. Parce que c'est dans le partage ou dans le legs de l'information que l'homme est reconnu au niveau de la destinée cosmique de sa liberté. Si moi, là, je ne réponds pas à des questions occultes que vous me demandez, je ne me libère pas de l'occulte. Je fais simplement entretenir le mensonge contre votre conscience, contre ma conscience et contre toute la conscience des hommes. Vous êtes d'accord? Oui, dans le sens que de répondre à des questions occultes, c'est de faire la lumière dessus, donc c'est enlever le voile. C'est enlever le voile. C'est enlever le voile. Et si l'homme n'est pas capable d'enlever le voile, c'est parce qu'il n'a pas accès à la vibration. Je dis des choses que je n'ai jamais dit dans ma vie, moi, ce soir. C'est intéressant. Parce que vous posez des questions. Oui. Mais dans le fond, vous avez ouvert une porte il y a quelques instants par rapport au phénomène extraterrestre. Donc, autrement dit... La porte n'est pas grande ouverte, ça, je peux vous l'assurer. Mais allez-y. OK. Parce que là, vous avez un petit peu piqué ma curiosité. Par rapport au phénomène des enlèvements extraterrestres, bon, il y aurait plusieurs races là, qui auraient été répertoriées, les petits gris, les reptiliens. Bon, dans le milieu de l'ufologie, c'est très connu. Depuis des années que c'est suivi, depuis l'incident Roswell de 1947. Il y a question beaucoup de ça là, à travers de multiples dossiers. Moi, j'étais curieux de savoir, fondamentalement, le but des extraterrestres. Est-ce que c'est d'étudier l'être humain comme race ou... J'étais curieux un petit peu de savoir là, un petit peu plus profondément là, leur fonction par rapport à nous autres. Ça dépend de quel vous parlez. Il y a des différents niveaux d'intelligence dans les extraterrestres, comme il y a différents niveaux d'intelligence dans les races humaines sur la Terre. Il y a des races qui sont beaucoup plus avancées que d'autres races sur la Terre. C'est un peu le même principe à ce niveau-là. Il y a des intelligences extraterrestres qui vont vouloir travailler avec l'homme, puis il y en a qui ne voudront pas travailler avec l'homme. Ça sera à l'homme de départager le tout. OK, mais si on prend le cas des petits gris qui a été souvent dépeint à travers de nombreux témoignages dans le domaine de l'ufologie, donc des êtres petits, chétifs, qui auraient l'apparence de fœtus avec de grands yeux, avec un corps squelettique, eux autres en particulier? Si je réponds à ça, là, c'est une très bonne question. Mm-hmm. Mais si je réponds à ça, moi, je donne une information qui ne servira pas à l'homme, mais qui va servir la curiosité de l'homme. Et je ramènerai toujours l'homme à la question, pourquoi voulez-vous savoir ça? Et si vous avez à le savoir, demandez à votre double. Il va vous le donner, la réponse. Si vous n'avez pas accès à votre double, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir accès à la réponse, ou vous avez accepté, ou vous avez accès à une forme de réponse qui va satisfaire vos désirs. Est-ce que le double veut nécessairement répondre à ça, des questions comme ça? Possiblement que non. Pas pour l'homme, parce que
s'il n'est pas capable de savoir que les extraterrestres, ce n'est pas un mouvement qui doit devenir une conséquence de la conscience supramentale, mais un dévoilement de la conscience supramentale, dans le sens que quand l'homme va parler avec eux autres, il va savoir s'ils sont réels ou pas. C'est individuellement que le processus va se faire. Donc, une personne, par exemple, que ce soit Marc de la Salle ou n'importe quel autre individu, qui commence à élaborer sur des sujets comme cela, va créer une forme pour celui qui ne sait pas. Si moi, j'ai de l'autorité, puis on reconnaît mon autorité, je vais créer une forme au niveau... Bon, eh bien, là, les gens vont dire, oui, mais lui il a dit ça à ce niveau-là, et ça doit être vrai, donc. Donc, ou, ben, c'est sûr qu'ils vont penser vrai ou faux, parce que selon ce qu'ils savent, ils vont essayer de polariser leur conscience. Donc, l'important, c'est de jamais polariser sa conscience. Je mets l'homme en garde au niveau de la capacité de savoir c'est quoi une vibration. Et quand vous allez être en mesure d'avoir accès à une réponse similaire à celle-ci, sur que les extraterrestres, ce n'est pas un phénomène important, c'est un phénomène que l'homme doit tenir compte, mais ce n'est pas un phénomène important pour le développement de la conscience supramentale de l'individu avec son double, la réponse, elle est complète. L'homme peut passer à autre chose. Il y en a énormément de gens qui cherchent à savoir si les extraterrestres sont réels ou pas. Ils vont écouter des émissions de radio, ils vont chercher des preuves, alors que c'est su et connu. Ils ont juste à demander à leur double. Mais si le double n'a pas accès à cette information-là, c'est parce qu'indirectement, il ne parle pas à le double. Moi, si vous me dites de poser la question, est-ce que les petits gris sont intelligents, j'ai ma réponse. Mais je ne peux pas la transmettre. Ouais, ben c'est sûr que je comprends votre point de vue. C'est sûr que c'est peut-être plus intelligent de s'intéresser à la psychologie évolutionnaire et comment être dans la paix de l'esprit puis dans la conscience plutôt que se mêler d'affaires qui sont pas encore à l'heure actuelle là, sur la place publique. Puis d'un autre côté, est-ce que les consciences peuvent supporter le phénomène extraterrestre? Regardez ce que les gouvernements font. Les gouvernements vont nier jusqu'en 2050 possiblement le phénomène extraterrestre publiquement. Parce que ça va engendrer dans la conscience de l'homme un déphasage au niveau de son identité. Les gens ne sont pas prêts pour ça. C'est comme de dire d'arrêter, d'aller voir la dame qui a 80 ans, qui va à messe à tous les dimanches, qui balance sa vie de cette façon-là, de dire la religion, on a oublié ça, là, c'est pas intelligent. Non, mais vous êtes mieux d'avoir deux jours à lui consacrer pour lui expliquer ça, là, parce que elle va être débalancée, la pauvre dame. Vous êtes d'accord? Oh oui, c'est sûr que ça risque de créer des chocs, mais en même temps, tu sais, Bernard de Montréal s'est fait connaître avec Richard Glenn à parler abondamment du phénomène extraterrestre là, dans ses premières entrevues. Donc, je me dis, il doit y avoir quelque chose quand même que les gens doivent savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme peut se faire piéger dans ce discours-là au début, surtout avec l'intelligence supplémentaire. On a accès à énormément d'informations, ce qui permet d'aller dans tous les sens du mot. Mais si vous auriez demandé à Bernard de Montréal de reprendre ses premières conférences et de les reporter dans le même discours 20 ans plus tard, il aurait dit non. La réponse était simple. Sa conscience était beaucoup plus avertie de la forme ou de la sous-forme qu'il pouvait créer en parlant de ça. Et vous remarquerez que M. Richard Glenn aime toujours discuter de ce sujet. C'est toujours partie prenante de sa conversation. Et ce n'est pas un reproche, c'est simplement une constatation. Alors que moi, j'ai aucun intérêt à parler de ça. Je constate que l'homme va découvrir quand il va les rencontrer, s'il a les rencontrer, qui ils sont. Et ne rencontre pas ces gens-là qui veut, c'est qui peut. Parce que ils vont vous subjuguer dans votre vibration, ils vont s'interposer à travers votre psyché, et ils vont vous faire voir des choses que vous pensez que vous avez accès alors que vous êtes tout simplement sur leur magnétisme. Donc, prisonnier d'un magnétisme, et je peux vous assurer que quand on connaît les lois d'énergie, on a énormément de magnétisme. Prenez les Dalai Lama, prenez
ceux qui font de la lévitation en Inde, prenez tous ceux qui guérissent des individus parce qu'ils ont un certain magnétisme, les gourous. Il y a énormément de monde qui tombe sous leur polarité. Donc, imaginez que vous rencontrez un extraterrestre. Il a accès aux lois d'énergie beaucoup plus qu'une personne de la Terre, bien souvent. Donc, ça reviendrait à dire, pour en revenir à notre thème de départ, qu'on serait parasité par eux. Ah oui, c'est bien dit. C'est bien dit, effectivement. Ils recherchent à travers la conscience de la Terre à s'installer pour créer une nouvelle civilisation. Et ce ne sera pas la civilisation que l'homme veut. Dominer l'homme pour dominer l'homme, c'est pas ce que l'homme veut. Ben, c'est sûr que l'homme conscient, c'est pas ce qu'il veut, mais l'individu qui est inconscient, l'individu qui est inconscient, il n'y a plus rien à faire pour lui. L'homme, s'il est destiné à prendre conscience, là, c'est déjà inscrit dans sa génétique, au niveau de l'âme. C'est déjà inscrit au niveau de son esprit. L'esprit est déjà en attente. Puis ça prend seulement les chocs planétaires à venir, là, qui va permettre à des individus de rentrer dans leur esprit. Et les autres, ben, il est trop tard. Ils n'auront pas la capacité mentale de supporter ce qui s'en vient. Prenez simplement l'Iran. Disons que l'Iran lâche une bombe nucléaire sur le Moyen-Orient. Le climat est déjà coup-ci, coup-ça en Europe. Ça peut déclencher une réaction en chaîne sur toute la Terre. Il va y avoir des particules nucléaires qui vont aller dans l'atmosphère. Il y a des grands vents qui peuvent se joindre à ça, puis c'est parti. Donc, il peut se passer n'importe quoi. Je fais juste m'amuser là, pour vous dire comment ça peut aller vite. Oui, ben c'est sûr qu'à l'heure actuelle, les choses peuvent bouger très rapidement. Il y a actuellement la Syrie qui est dans un véritable climat de guerre civile avec des milliers de morts, des fusillades. Donc, une situation vraiment catastrophique là, au Moyen-Orient. Puis il y a eu d'autres pays, dans le cadre du printemps arabe, qui a eu cours l'an dernier aussi, qui ont subi une crise interne. Et c'est sûr qu'actuellement, dans cette zone du globe, donc le Moyen-Orient, il y a beaucoup de tensions présentement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie négative dans ces régions-là? C'est une bonne question parce que de mon point de vue, je vois ça comme une poussée de l'énergie du supramental à amener les individus à se libérer de domination. Ah, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être autre chose. Une bonne question. Donc, ce que je peux dire, c'est la situation suivante. L'échiquier mondial doit provoquer une grande crise. Car il y a définitivement, dans la conscience planétaire de l'homme, trop de parasitage de la psyché des hommes pour renverser le processus de la noirceur. Donc, les chocs à venir vont libérer une énergie si puissante qu'elle va être récupérée, cette énergie puissante-là, par l'information de l'intelligence de l'homme qui va la communiquer aux autres hommes. Quand il y a un tsunami qui détruit une centrale comme celle au Japon. Oui, de Fukushima l'année dernière. Voilà. Là, oui. Donc, mettez-en 3 en ligne comme ça. Là, les gens vont se poser des questions. Une, c'est pas assez. Mettez-en 3 en ligne comme ça, là, puis regardez ce qui se produit en Europe avec les froids glaciales, le froid glacial qui sévit sur l'Europe. Il y a des déséquilibres incroyables. Puis ça, c'est rien, ça, comparativement à ce qui peut se produire. La nature peut se déchaîner davantage que ça. Ça, c'est juste des petits événements liés. Donc, si l'homme n'a pas à se conscientiser, il va le faire dans les 20 prochaines années. Et s'il ne l'a pas à se conscientiser, il va connaître la maladie mentale et ce sera aux hommes qui ont le moindrement de conscience de circuler l'information, faire circuler l'information. Encore faut-il que ces hommes-là qui aient moindrement de conscience aient la tribune pour le faire. Vous en êtes une. Oui. En autant que l'individu ne dise pas de conneries, vous en êtes une.
Oui, c'est ça, Moi, mais je veux dire, j'ai pas la même visibilité qu'une émission comme tout le monde en parle ou une émission dans les médias de masse. Heureusement, on m'aurait déjà assassiné avec tout ce que j'ai dit ce soir. Ben, ne nous affolons pas, là. On n'est pas comme dans l'ancien temps où ce que les gens mouraient sur le bûcher, puis... Non, mais dans le sens qu'on peut se faire assassiner psychiquement. Il y a plein de gens qui vont vous envoyer des énergies négatives par rapport à ce que vous dites ou par rapport à ce que vous êtes. Donc, parce que tout le monde en parle, il y a énormément de dénigrement de l'individu. Il n'y a pas de respect. OK? C'est du... Il y a ce consensus-là, fleur bleue, de flatter les gens qui supposément font des choses extraordinaires alors qu'ils ne font rien. C'est la bêtise humaine. D'écouter, par exemple, des spectacles de sport aujourd'hui. Ça fait quoi un spectacle de sport? Ça nourrit simplement l'âme des individus qui sont là. Il n'y a aucune intelligence qui est communiquée dans ça. La musique ne communique presque plus aucune intelligence. Il y a longtemps de ça. Ce n'est plus noble. La plupart des choses ne sont plus nobles. Donc, la visibilité de la conscience supramentale va se faire à partir simplement de petits groupes. Parce que ces individus-là vont souffrir suffisamment de l'imbécilité de la société pour se poser des questions réelles. Une question réelle. On va en poser une question réelle. Ben oui. En 2012, est-il nécessaire d'avoir des émotions? Hein? C'est une bonne question, ça. Ben oui. Hein? Est-ce que les gens aiment ça, les émotions? Les gens sont dépendants de l'émotion en général pour se sentir vivants. Ils veulent brûler à l'intérieur de l'émotion pour sentir qu'ils ont une raison d'exister. Donc, ils vont aller voir un spectacle, puis s'ils trouvent ça bon, puis ils crient, puis ils sortent de là, puis ils disent « Ah, c'est un Christ de bon spectacle. » Bon, ben ils s'en vont chez eux. Ça a-tu changé quelque chose dans leur conscience? Absolument pas. Il va falloir qu'ils retournent à un autre spectacle, puis un autre spectacle, puis un autre spectacle. Fait que ceux qui regardent la conscience se développer de l'homme, ils voient bien qu'on est dans un cul-de-sac. Parce que là, les gens sont alimentés par l'Internet, puis ils considèrent que d'avoir un BlackBerry ou d'avoir un iPhone, c'est ça qui va les garder branchés à la société et à l'information dans le monde. Oui, ils vont être branchés à l'information dans le monde, mais ils ne savent même pas comment la départager, cette information-là. Exactement, parce qu'ils ne sont pas branchés sur leur source pour avoir la capacité d'intelligence pour la traiter. Ils n'ont aucune conscience réelle de la vie. Ils ne connaissent même pas les lois de la vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est vibrer à l'information. Puis là, de dire, « Ah, ben c'est épouvantable, qu'est-ce qui se passe en Syrie? » Mais non, c'est pas épouvantable. C'est une chose qui doit arriver. C'est épouvantable, qu'est-ce qui se passe avec Israël, puis l'Iran qui veut avoir une bombe nucléaire, puis qui veut faire disparaître Israël. Ça n'est pas épouvantable. C'est une réalité à laquelle l'homme doit étudier pour remarquer que l'avancée de la noirceur dans la conscience d'un peuple est profondément basée sur une volonté qui n'est pas celle de l'homme, mais celle d'un plan beaucoup plus sombre que la destinée évolutive de l'homme. Moi, je ne vois pas d'évolution dans le fait que l'Iran veut développer une bombe nucléaire. Il n'y a pas d'évolution là. Que les autres pays l'aient développé, que la bombe atomique soit quelque chose de réel qui a été vécu en 1945, ça sera à l'homme de savoir quel était le but de la bombe atomique. Est-ce que c'était indirectement pour dire à l'Union soviétique que c'est pas réel que Staline puisse tuer ses hommes? Imaginez si ça avait été Staline qui avait eu la bombe atomique. Quel genre de société on aurait eu aujourd'hui? Ou non, ou sinon Adolf Hitler, ça aurait été sans doute une dictature. Certainement. Mais Adolf Hitler ne passait pas. Ça, c'était déjà décidé par les plans de la lumière. Donc, c'est la même chose pour les années qui s'en viennent. Oui, mais en même temps, les plans de la lumière ont laissé passer qu'il y ait une bombe nucléaire qui soit larguée sur le Japon. En fait, il y en a eu deux, là, Nagasaki et Hiroshima. Pourquoi ils ont laissé passer ça, tu sais? Ben, pour prouver aux Russes qu'indirectement, que les Américains avaient deux bombes au lieu d'une. Oui. Parce que
que la Russie avait déjà des projets d'invasion de l'Europe. Donc, quand ils ont pris possession de tout ce qui était à l'Est, le but était déjà clair. Donc, éventuellement, de prendre l'Europe. Donc, Staline avait un agenda caché parce que Staline n'était pas pour la liberté de l'homme, il était pour la liberté commune de son pouvoir sur l'homme. Commune dans le sens communiste. Donc, il y avait une énorme idéologie, et l'idéologie d'Hitler, c'était l'homme, la race supérieure, alors que Staline, c'était le communisme. Puis, si la Chine est encore présentement très prisonnière du communisme, c'est pour la simple et unique raison que l'information ne circule pas. Puis là, l'information commence à circuler en Chine, puis on va tout faire pour arrêter que l'information circule. C'est comme quand que le rideau de fer est tombé. C'est que la Russie n'a pas pu supporter l'économie de la guerre froide et les États-Unis, indirectement, dont l'agenda est possiblement plus noble. Ça, c'est encore aux hommes de savoir c'est quoi le rôle des États-Unis sur la Terre. Moi, j'ai pas de problème avec le rôle des États-Unis. J'ai pas de problème non plus à savoir pourquoi Nagasaki, Hiroshima. Regardez, une des situations les plus belles de cette constatation-là, c'est que les Japonais n'ont jamais haï le peuple américain pour autant. Aujourd'hui, c'est un allié. Le Japon est redevenu un peuple pacifique grâce à ça. Et pendant des années, ils voulaient envahir la Terre. Ils sont devenus un peuple pacifique par rapport à ça. Ils ont compris énormément de choses. Et le peuple japonais, aujourd'hui, est un peuple très éduqué. Que le tsunami soit arrivé dans leur cours, c'est une bonne chose. 6 mois ou plus tard, ils ont dit, nous allons trouver une alternative à l'énergie électrique, à l'électricité. À l'énergie nucléaire. Ben, c'est parce qu'ils veulent pas bâtir de centrales. Ils étaient supposés bâtir des centrales et ils ne les bâtiront pas, tout simplement, pour respecter ce qu'ils ont vécu. Ils ne veulent pas le revivre. C'est un grand peuple, le peuple japonais. Ils vont innover énormément au niveau de la science de l'énergie, ce qui va permettre, avec le temps, possiblement, des énergies plus propres sur la Terre. C'est pas normal qu'on utilise le nucléaire alors qu'on sait que les dégâts sont là pour 100 000 ans. C'est pas normal. Donc, l'homme n'est pas dans l'intelligence. Donc, il s'est fait parasiter au départ par des buts de grandeur. Il n'a jamais été capable de questionner où sa science s'en allait. Et c'est ça qui va faire qu'un jour, de grands chocs sur la Terre vont établir que l'homme ne doit plus développer une science qui va à l'encontre de la liberté, de l'évolution de l'ensemble des peuples de la Terre et intégralement de l'évolution du système solaire. Donc, toute technologie qui ne sera pas comprise par l'homme va être irradiée. Et dans les années à venir, il va y avoir énormément de dégâts au niveau de la technologie et ça sera récupéré tranquillement. Puis après 2050, on verra une plus grande liberté au niveau de cette science-là. Mais présentement, l'information ne circulera pas. Et ce qui va se passer, si vous prenez, qu'est-ce qui se passe en Suisse avec le tunnel, ils font des tentatives pour savoir indirectement qu'est-ce qui se produit avec l'atome. Et le secret ne sera pas découvert. Il ne peut pas l'être. L'homme n'a pas la science de l'esprit pour gérer la science matérielle. Mais en même temps, l'homme n'a pas la science non plus de l'esprit pour gérer intelligemment l'énergie nucléaire à cause qu'on a eu des bombes nucléaires puis on a eu des catastrophes là, comme Fukushima qu'on parlait tantôt là, au Japon. Mais pourquoi qu'on a accès à ça si on n'a pas l'intelligence de gérer ça, tu sais? Ça fait partie de l'expérience du plan d'ensemble. OK. Parce que si vous prenez Einstein, qui a développé le concept de l'énergie, de la relativité, etc., qui a mené indirectement aux recherches de la bombe atomique, il a fini sa vie très peiné par rapport à ça. Il a parlé de pacificité le restant de sa vie. Il est allé dans le monde pour donner des conférences pour
parler parce qu'il s'était rendu compte qu'ils avaient ouvert la boîte de Pandore. Parce qu'il est sorti de ses recherches, non pas une évolution pour l'homme, mais une évolution contre l'homme de destruction. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que si ce n'avait pas été lui qui aurait eu accès à cette information-là, l'information aurait pu tomber dans d'autres mains. Et lui, quand il a fait ses découvertes, il a quitté l'Europe pour aller en Angleterre et ensuite il est allé en Californie. Et ce sont ces recherches qui ont servi au peuple américain pour faire des recherches. Et pourquoi que c'était le peuple américain? Mais il faut comprendre c'est quoi le rôle du peuple américain. Ce n'est pas simplement d'être la police de la Terre. C'est beaucoup plus grand que ça. Donc, il y a une liberté aux États-Unis que vous ne retrouvez pas ailleurs. Et cette liberté-là, ce n'est pas celle du Canada. La liberté qu'on a au Canada n'est pas tellement grande parce que l'intelligence de la société canadienne est quand même limitée sur le système britannique. Les Américains ont crissé les Britanniques dehors. Et ça les a permis de rompre le lien avec la royauté. Regardez ce que Stephen Harper fait ici avec le Canada. Et vous comprendrez qu'il y a encore des parasites, des égrats énormes qui tentent de rapprocher ou de redonner à l'homme une liberté qui est fausse à travers la monarchie britannique. Ben oui, là, on voit, excusez-moi, on voit entre autres là, Stephen Harper là, défrayer la manchette là, qui veut célébrer le jubilé de la reine, puis donner des médailles par rapport au jubilé, puis investir une fortune par rapport à toute cette opération-là marketing qui vise à réassocier le Canadien à la monarchie. C'est ça. Dans ce cas-là, on veut habiter au Québec pour ne pas subir, parce qu'il y a suffisamment de haine au Québec, pas contre le Canada, contre l'autorité, contre toute autorité qui indirectement veut dominer la conscience de l'homme pour le garder petit. La monarchie, c'est quoi? C'était noble dans le temps parce que c'était les monarques qui avaient l'intelligence de créer pour leur peuple une certaine contribution à l'humanité, dans le sens Louis XV ou Louis XVI. Il y en a un des deux qui a fait beaucoup plus pour la société française que l'autre. Mais est venu à un moment donné Napoléon pour briser tout ce système de monarchie-là. Les États-Unis se sont inspirés de tout ça aussi. Donc ça a mené à quoi? Ça a mené à une indépendance beaucoup plus grande aux États-Unis, malgré que la France aujourd'hui est sclérosée dans un débat qui ne va nulle part, alors qu'encore aux États-Unis, on retrouve l'échelle de la liberté à un haut niveau. Mais il y a aussi de la stupidité et de la connerie dans n'importe quel pays. Si on regarde le débat entre les démocrates et les républicains, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir quel homme va être mis en place pour prendre les décisions. C'est tout simplement ça qui compte. Le reste, c'est pas important. Rappelez-vous George Bush, il a gagné le vote de la Floride après avoir fait tout simplement un recomptage des bulletins de vote. Il n'avait pas gagné, il a gagné par la suite. Pourquoi? Parce qu'en haut, ils ont décidé que c'est lui qui passait. Pourquoi? Parce que lui avait la force et la colère et la haine d'aller non pas venger les États-Unis, mais d'établir que les États-Unis ne se feraient pas chier par personne. C'est ça, dans le fond. Et ça prend un peuple, n'importe quel peuple, alors que le peuple québécois n'a pas encore cette capacité de haine-là, de se faire chier par n'importe quelle autorité autre que la sienne. C'est ça, un peuple. Un peuple, c'est une autorité qui ne se fait pas chier par de la non-intelligence, qui veut le garder dans le passé. C'est ça, un peuple. Mais malheureusement, le problème du Québec, c'était encore, il n'est même pas capable de sortir la croix de l'Assemblée nationale. Donc, il se fait encore chier par la religion. Et c'est son problème. Oui, bien souvent, le Québec, on est vu comme des gens qui sont un peu mous aussi par rapport aux accommodements raisonnables, là. Ils auront qu'enlever le crucifix dans la crise de l'Assemblée nationale, ils vont voir que ça va faire une différence. Mais il n'y a pas personne qui a la colère pour le faire. Parce que l'homme québécois a énormément de crainte, comparativement à l'Américain qui en a très peu.
Voyez-vous la différence? Mhm. Vous la voyez. Et le Canadien, lui, parlait pas de crainte, il parlait d'obéissance. Obéissance à qui? Obéissance à l'autorité qui n'est pas la sienne, mais celle de l'Angleterre, et qui est assujettie à la monarchie. C'est qui la monarchie? Si je demande à mon double, c'est qui la monarchie? C'est une autorité dépassée. C'est ça, la monarchie. C'est une autorité dépassée. Et derrière la monarchie, est-ce qu'on peut voir là une forme de parasitage astral qui manipulerait ces individus-là comme des pantins? Ben oui, c'est une emprise énorme. Parce que si vous regardez toute la masse psychique qui colore la monarchie, il y a quoi? La croyance en un être divin qui est le roi. Le monarque, oui. Oui, il y a la croyance aussi qu'il va pouvoir nous donner la liberté, alors que la liberté vient de l'homme et non de l'individu. Vous attaquez deux croyances en partant, vous voyez? Mhm. Donc, si la croyance, ce n'est pas de l'assujettissement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'endoctrinement de la croyance. C'est de la crainte de la croyance. Exactement. Tu sais, les gens qui vont craindre le roi parce que on s'imagine qu'il est de descendance royale divine, tu sais, qui vient des dieux, parce qu'à l'origine, les monarques, c'est de droit divin qui régnait. C'est bon, c'est bien. Vous voyez, vous êtes exactement dans le propos que j'apportais, que cet endoctrinement de l'homme vient de très, très, très loin. Elle a des bases qui étaient nobles jadis, parce que si on regarde, il y a des initiés qui sont venus à travers cette royauté-là. Des initiés selon leur temps. Ils ne pouvaient pas être des initiés comme le Christ. La Terre aurait été complètement débalancée si on avait eu des initiés comme le Christ à tous les 100 ans. Oui. Les hommes n'auraient pas pu accepter l'énergie de la lumière d'un seul individu christique à tous les 100 ans. C'est impossible. Donc, il y a des initiés qui sont plus petits que d'autres. Il y en a qui ont une manifestation vibratoire plus grande. Puis, il y en a qui, leur liberté de parole est plus puissante, elle est plus grande. Elle change davantage les conditions de l'homme. Parce que Bernard de Montréal, c'est un exemple de cela. Il n'était pas venu de grands initiés depuis longtemps. Bernard de Montréal était possiblement le plus grand initié qui est venu sur la Terre en ce siècle et qui marquera la conscience des hommes pour des années à venir. Et il y a des gens qui parlent dans la société, qui sont aussi des initiés. Quel est leur mandat? Il y en a que leur mandat va être de s'assurer que l'information circule. Il y en a que leur mandat va être d'être une alliance pour la conscience supramentale. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dévoiler l'occulte, mais être initié, ça ne veut pas dire qu'il faut dévoiler l'occulte. Ça veut tout simplement dire être initié, ça veut dire être apte à dévoiler ses propres voiles. Oui. Dans le fond, j'ai une auditrice astragale qui aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez de Daniel Kemp, qui a œuvré aussi dans le domaine de la conscience supramentale. Est-ce que de votre point de vue, c'est aussi un initié comme Bernard? C'est que si on fait des comparatifs, on tombe dans la croyance. Okay. Parce que les gens vont croire ce qu'ils veulent. Moi, je fais simplement dire que chaque individu avait un rôle précis. Est-ce que Daniel Kemp avait un rôle précis? Les gens qui vont avoir connu Daniel Kemp doivent, par contre, être capables de se défaire de la présence de l'individu. Tout comme les hommes qui ont connu Bernard de Montréal doivent être capables de se défaire de la présence de l'individu pour dévoiler eux-mêmes leur propre impuissance. Quand ils dévoilent leur propre impuissance, ces individus-là ne sont plus importants. C'est eux qui deviennent importants. Donc, l'individu devrait se poser la question, Daniel Kemp, il m'a permis de comprendre ça. Aujourd'hui, je m'en vais vers là. Mais si vous dites, moi j'ai connu Bernard de Montréal et Bernard de Montréal était plus grand que Daniel Kemp. Vous venez déjà de commettre une erreur, de comparer ces individus-là qui avaient différentes sensibilités et qui avaient un rôle différent. Est-ce qu'il y en a un qui était plus petit que l'autre? Il n'y en a pas un qui était plus petit que l'autre. Si vous avez accès à la vibration, vous avez votre réponse pour vous. Mais demandez jamais. On devrait cesser de comparer les individus. Moi, on me dit souvent ceci ou cela de tel individu. J'ai dit, ça,
C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Parce que œuvrer ou faire quoi que ce soit au niveau de la conscience supramentale, ce n'est pas un travail de mince... ce n'est pas un travail... Je ne dirais pas le mot facile, c'est pas le mot facile que je cherche, mais ce n'est pas un travail qui exige de la complaisance. Ce n'est pas un travail qui exige non plus de la comparaison. Ce n'est pas un travail qui exige de l'assurance. Ce n'est pas un travail qui exige le besoin de se mesurer. C'est un travail qui exige de l'individu une autorité consciente de ce qu'il est pour établir le rôle de chacun. Comme vous avez un rôle, pourquoi je devrais me comparer à vous? Dire, votre rôle est moins important que le mien. Si je participe à votre émission, pourquoi je participe à votre émission? Est-ce que c'est pour me donner une tribune? Pas nécessairement. Moi, la façon dont vous m'avez approché la première fois que je vous ai rencontré, c'était suffisant pour moi de collaborer ou d'être participé. C'était suffisant. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là que les individus devraient, ceux qui écoutent votre émission, ils l'écoutent pour quelle raison? Ils l'écoutent pour se mesurer ou simplement pour comprendre un peu plus l'expérience de l'homme. Daniel Kemp avait quelque chose à apporter. Par contre, si vous ne connaissez pas l'expérience de l'individu, si vous n'êtes pas capable d'avoir un esprit critique par rapport à un individu ou une personne, vous pouvez tomber sous l'autorité de cette personne-là, même si elle n'est plus sur la Terre. Est-ce que ça se comprend, ça? Oui, ça se comprend très bien. Je trouve ça intéressant ce que vous apportez par rapport aux limites de faire de la comparaison. Parce que c'est sûr que le danger là-dedans, c'est que l'individu passe son temps à se comparer avec d'autres personnes au lieu d'être en communication avec son double ou de canaliser sa vibration, tu sais. Oui, puis après ça, de poser la question, est-ce que Daniel Kemp a fait des belles choses? Ben, certainement qu'il a fait des belles choses. Pourquoi? Parce qu'il a voulu communiquer l'information que lui recevait. Est-ce qu'il y avait des mensonges dans sa communication? C'est à l'individu de savoir. Est-ce qu'il y avait des mensonges dans le... Moi, une chose que je peux dire par rapport à l'homme, quand il va de plus en plus se découvrir, et dans cette science-là de l'esprit, que la seule assurance qu'il a, qu'il n'est pas fou, c'est sa continuité. Donc, s'il y a de la continuité dans ce qu'il dit dans 10 ans, dans 5 ans, et que ça rejoint ce qu'il disait avant, il n'y a pas de problème. L'homme peut parler. Mais si, à un moment donné, vous n'êtes pas capable de parler et vous parlez à travers quelqu'un d'autre, à travers ce que vous savez, ça va devenir l'intellectualisation de votre conscience et vous pouvez rester longtemps dans ça. Vous pouvez avoir l'impression que vous évoluez. Mais non, vous emmagasinez de l'information pour l'intellectualiser et ensuite la transmettre sous un regard différent. Moi, je ne parle pas comme personne, je parle comme je parle. C'est un vocabulaire qui ressemble à celui de n'importe qui parle de conscience supramentale. Et je vais dans d'autres éthers de vie parce que je découvre pour moi-même des éthers de vie dans cette parole-là. Mais il y a des mots, on doit s'entendre sur certains mots. Il y a une vibration pour un mot. Si je dis, par exemple, la conscience spirituelle évolutive, mais c'est quoi la conscience spirituelle évolutive? Pour moi, c'est rien. Si je parle de conscience supramentale évolutive, là, je peux parler de ça. Mais qu'est-ce que je peux dire sur la conscience spirituelle évolutive? Ben, il faut que je définisse spiritualité. Spiritualité veut dire croire en l'invisible, croire en une puissance au-dessus de soi, alors que conscience supramentale veut dire la présence de l'homme à lui-même, dans sa conscience qui va lui permettre de transcender le réel. Pour moi, c'est ça. Dans la spiritualité, on ne transcende pas le réel. On habite le réel dans une communication de partage. Il n'y a jamais de haine qui est véhiculée contre la spiritualité. Avez-vous déjà vu quelqu'un de spirituel de dire à un ange qui mange de la merde? Non, c'est ça. Souvent, dans le domaine de la spiritualité, c'est plus une attitude d'adoration des divinités. Et c'est ça. Donc, il faut à un moment donné que l'homme ait un vocabulaire exact pour définir le réel.
dans ce sens-là, si Daniel Kemp était capable de faire cela, il a fait du bon travail. Mais est-ce que Daniel Kemp avait ses limites? C'est à l'individu de le savoir si Daniel Kemp avait ses limites. C'est à l'individu aussi de savoir si Daniel Ménard a des limites, si Marc Delassalle a des limites. C'est aux gens de le savoir. Et n'allez pas croire que parce que je parle de conscience supramentale, que je ne peux pas me faire piéger. Tous les hommes peuvent se faire piéger. Comme je vous disais, est-ce que Bernard de Montréal aurait parlé des extraterrestres au début de sa carrière s'il savait que ça donnait absolument rien? Possiblement que non. De plus en plus, vers la fin de sa vie, il refusait de parler de ce sujet-là parce qu'il savait que ça fascinait les gens. C'est pas tout le monde qui a accès à un taux vibratoire pour reconnaître c'est quoi le réel. Il y en a qui veulent avoir accès à l'impression du réel, parce que l'impression du réel, ça va leur servir pour parler, pour impressionner dans leur entourage, pour dire ah oui, ben moi oui, la conscience supramentale, oui, je sais ce que c'est la conscience supramentale. Oui, mais parle-moi de la conscience supramentale, c'est un autre mot. De me parler de la conscience supramentale, où il y a des gens qui se racontent pendant des heures à travers la conscience supramentale. Comme nous, ça fait quelques minutes qu'on se parle là ce soir et ça fait déjà 1h15, là. Bon, ça fait 1 heure. Bon, mais ça vous donne une mesure de que l'homme qui est dans sa parole n'a pas besoin de notes pour parler. Il est dans sa vibration. Et quand il est dans sa vibration, il peut parler de n'importe quoi. Et il sait surtout où il doit se censurer. Se censurer pour ne pas dire ce qu'il n'a pas à dire, parce que parfois, l'autre peut, à travers sa curiosité, sa fascination, ou tout simplement pour tester l'homme. Il y a des individus qui aiment ça, tester l'homme, hein? Mais je vais mettre en garde les individus par rapport à tester l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui disent je vais y créer un petit choc pour voir comment elle va être, et ça va me permettre de la mesurer un petit peu mieux, hein? Mm-hmm. Ou par exemple, je vais lui poser une question comme ça, là, pour peut-être voir qu'est-ce qu'il va me dire. Par exemple, on prend un exemple qui a été dit tantôt, là. Bon, qu'est-ce que vous pensez de Daniel Kemp? C'est un piège. C'est un piège. Pas nécessairement parce que la personne veut que ce soit un piège, parce que la question est un piège. La question contient déjà une comparaison. La question répond déjà à une attente astrale. La question répond déjà à un dénigrement de l'individu qui n'est pas accessible si l'individu qui parle refuse. Moi, je refuse. J'ai ma perception de Daniel Kemp, j'ai ma perception de tel individu, mais pourquoi je devrais partager ça? C'est d'aucune utilité. Ce que l'homme doit savoir, c'est comment lui établit qu'est-ce que c'est un être intelligent. C'est ça qui est important. Oui, ça revient à dire que l'individu doit en venir être capable à discerner par lui-même ce qui est... C'est quoi de l'intelligence? Oui, c'est ça. C'est ça. Si c'est intelligent, c'est intelligent. C'est intelligent, l'intelligence. Oui. C'est ça, ça fait un pléonasme, là. C'est pour dire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est intelligent de l'intelligence? C'est que l'homme n'appartient pas à l'intelligence. C'est ça que ça veut dire. L'homme ne pourra jamais appartenir à l'intelligence. L'intelligence, en disant c'est intelligent de l'intelligence, l'intelligence ne se laissera jamais piéger par un semblant d'intelligence. Et c'est pour ça que l'intelligence, c'est de l'infini. Quand je dis c'est intelligent de l'intelligence, c'est de l'infinité. Vous voyez, je ne le savais même pas, ça, pour moi. Puis pourtant, c'est pas la première fois que je dis ça, c'est intelligent de l'intelligence. Je me suis déjà surpris à dire ça plusieurs fois. Et pourtant, c'est ça que ça veut dire. C'est que l'intelligence ne se laissera jamais prendre dans le temporel de la parole de l'homme. Elle va défoncer les murs de l'infinité pour aller chercher une vibration supérieure et la transmettre à l'homme. C'est ça de l'intelligence. Oui, on sent que dans votre voix, ça vous a fait osciller. Oui, parce que ça me fait changer de vibration. Ça me fait changer de son de la voix. Parce que le son est très important dans l'intelligence. C'est ce qui permet d'absorber la vibration. Un jour, on ne parlera pas pareil.
Quand vous parlez avec quelqu'un qui parle de conscience supramentale, vous sentez déjà dans sa parole un éclair d'énergie. Sinon, on ne reconnaîtrait pas l'intelligence. Il y a des gens qui vous rencontrent des fois et nous disent « Ah, il y a quelque chose, cet individu-là. » Mais c'est justement le son de votre vibration, de votre parole qui l'émet. Votre parole est entendue par la psyché des individus, vous êtes d'accord? Oui. Bien plus dans le son que dans ce qui est dit. D'accord? Tout à fait. Et d'autant plus que c'est démontré, scientifiquement, que l'essence de la communication, c'est 80% dans la manière, le non-verbal, le ton de la voix, plutôt que le message, tu sais. Oui. Puis la vibration, elle? Ben, c'est là que j'allais en venir, c'est que ça fait partie de ça. Tu sais, l'essence du message et, tu sais, dans la manière, le non-verbal et tout ça, dont la vibration. C'est ça. Et vous, là, quand vous êtes avec des individus, là, est-ce que vous pouvez savoir quand la personne dit telle chose, si c'est réel ou pas? Comment vous le savez? Est-ce qu'il faut vous le réfléchissez ou c'est parce que dans la vibration, le son de ce qui est dit? Oui, ben c'est sûr que je le capte dans la vibration. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Ben, c'est ça. Et quand moi, ma voix change, je prends un autre corridor d'énergie qui est jumelé à de l'esprit pour communiquer une vibration différente à cette parole-là. Parce que moi, si vous me demandez est-ce que je parle comme ça dans ma vie personnellement, non. Est-ce que vous allez dire, ben, c'est une entité qui rentre? Allez voir ce que vous voulez voir. Moi, je vous dis, si la vibration est très haute, il y a des chances que votre conscience soit matérielle, que votre parole, que vos cordes vocales soient ajustées en conséquence. Parce que c'est une énergie, ça ne passe pas dans un corps de la même manière. Allez voir ce que vous voulez. Il y a bien des gens qui vont dire, ben, c'est parce que là, l'entité vient de rentrer. Ben, c'est ça. Si vous pensez que c'est une entité, tant mieux pour vous autres. Parce que vous devriez être capable de voir dans la continuité de la parole, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Si je commence à vous parler des extraterrestres d'ici à la fin de l'émission, vous allez voir que je suis vraiment possédé. Dans le sens que ça viendrait d'entités parce que ça répondrait à des désirs astrales des gens de curiosité. Je suis en train de me faire avoir et je ne le saurais pas. Alors que tantôt, j'ai dit que je ne parlerai pas de ça. Ben, j'ai pas dit que je ne parlerais pas de ça, j'ai dit que j'expliquerais le processus de la curiosité à travers les extraterrestres et la fascination. Et c'est ce que j'ai expliqué. Donc, il n'y a jamais personne qui pourrait se dire, une heure plus tard, me faire parler des extraterrestres. Pourquoi? Parce que c'est moi la vibration. Il n'y a pas d'interférence dans la conscience. Et ça, le principe des interférences, il va falloir que les gens le comprennent. Il y a énormément d'interférences parce qu'il y a énormément de parasites qui veulent parasiter les gens. Pourquoi? Parce que vous écoutez une conférence, vous écoutez quoi que ce soit, vous n'êtes pas en présence de la personne, vous l'écoutez à la radio et à travers la radio ou quoi que ce soit, il y a toujours du parasite. Mais si vous allez dans une salle de conférence et que vous êtes assis, il n'y a plus d'obstacle entre vous et la psyché de l'individu. Et de plus, il y a le champ magnétique de l'aura de l'homme qui parle. Donc, sa lumière, elle est verbalisée dans la matière. Donc, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait aucun parasite. Parce que s'il y a des parasites, à la fin de la conférence, les gens vont sortir de là, ils ne seront pas bien, ils vont avoir perdu énormément d'énergie. Et c'est pas ça qui se passe dans une conférence. Et à la radio, avec vous, je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce soit ça qui se passe dans votre cas. Par contre, il y a des gens qui ne peuvent peut-être pas écouter aussi assidûment que vous, pendant 1h30 ou 1h15, quelqu'un qui parle, parce que indirectement, leur champ de conscience est bombardé. Par quoi? Ben, par la parole. Et si vous considérez que la parole de l'individu change la vibration de l'individu, vous avez tout compris, parce que c'est ça qui se produit. Alors, à la fin, tout ce qui a été dit n'est pas important, c'est seulement la vibration qui compte. Exactement. Et avant de vous interviewer aujourd'hui, j'ai abordé en première partie d'émission la vibration résiduelle qui pouvait rester d'une conférence, dans le sens qu'on peut assister à une conférence, puis après, on a besoin d'un temps pour se calmer si on est mis en vibration, là, dans le sens qu'on peut pas aller se coucher tout de suite. Là, si l'émission se termine à 9h30 avec vous, il y a des gens qui ne vont pas aller dormir tout de suite parce qu'ils vont être trop... en contact avec cette vibration-là supramentale, tu sais?
C'est ce qui se passe, bien heureusement, c'est que les cellules atomes de l'atome du mental ont été bombardées par une vibration continue. Et cette énergie-là permet un taux vibratoire différent. Et ce taux vibratoire-là est différent parce que parfois, il y a une grande différence entre ce que vous êtes et celui qui parle. Et c'est ceci qui fait en sorte que il y a des gens qui vont finir votre émission, ils vont dire « Ah, c'est intéressant, je m'en vais me coucher », ils vont dormir tout de suite. Moi, c'est d'ailleurs mon cas. je vais aller me coucher après ça, puis je vais dormir. Mon taux vibratoire ne change pas. Il est le même. Parce que la gestion de ce taux vibratoire-là, c'est moi qui l'ai. C'est pas les forces de la lumière qui ont la gestion de ma vibration. C'est moi. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Je ferme la lumière et c'est tout. Et si le double veut me développer des sujets, je lui dis, va chier. J'ai terminé mon travail pour ce soir. Je me repose. Alors que des gens ils vont être mis en vibration et ils vont vouloir parler davantage. Et ceci est correct aussi. Parce que c'est à ce moment-là que leur parole peut se verbaliser et ils vont entrer davantage dans leur parole. Ça peut. Il y en a chez d'autres qui vont être énormément fatigués. Moi, j'ai déjà vu des gens dans une conférence dormir. Pourquoi qu'ils dorment? Parce que l'énergie est peut-être trop forte à prendre pour eux autres. Ils préfèrent dormir. De cette manière-là, ils ont accès à la vibration sur les plans. C'est aussi simple que ça. Mais il y a plusieurs interprétations aussi possibles. Il y en a qui vont dire que c'est parce que la conférence était ennuyeuse. Mais savez-vous, c'est quoi le problème dans ce temps-là? C'est le problème du conférencier. Parce que lui, ça peut y créer un choc. S'il se réfléchit, il va dire, ah, ben les gens dorment, ça doit être ennuyant. Donc c'est toujours l'homme qui définit le réel. Si l'individu va le voir après ça, il dit, ah, j'ai dormi, votre confiance est ennuyeuse. Ah, ben vous lui dites, c'est intéressant que vous avez dormi. Vous avez besoin de sommeil ou quoi? Puis vous attachez aucune valeur à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous dénigrez l'individu? Non. C'est à lui de savoir pourquoi il dormait. Puis que s'il vient vous voir pour vous dire que votre conférence est plate, c'est encore une capacité pour vous de savoir que le réel ne peut pas être compris par tout le monde. Et s'il dormait, c'est peut-être parce qu'indirectement, il avait à dormir. Ou encore que c'était vraiment plate. C'est à vous de le savoir. Moi, j'accroche aucune valeur au fait de participer à votre émission. La simple réalité qui s'adresse à moi, c'est que vous êtes une énergie qui permet de faire circuler de l'information. Et vous le faites bien. Vous dirigez bien une conversation. Vous ne me cassez pas les pieds. Je suis certain que vous ne cassez pas les pieds non plus de vos invités, parce que vous en avez plusieurs, puis votre mouvement continue. Donc, vous avez une belle vibration à ce niveau-là. Vous œuvrez dans votre corridor. Vous faites ce que vous avez à faire. Parce que c'est pas facile, la conscience supramentale. Vous faites une émission, je suis certain qu'il est prêt à payer faire une émission comme vous faites. Oui, il y a certainement des événements qui vont se produire dans votre vie par la suite, ou avant que se sont produits, parce que vous avez une émission à faire. Oui, c'est sûr qu'il y a des chocs qui accompagnent ça, bien entendu. Puis c'est à vous d'être capable de les prendre. C'est la même chose pour moi. C'est une conférence. Quand je donne une conférence, l'énergie peut descendre une semaine avant, 2 semaines avant. Ça peut être la journée d'avant, la minute avant, j'ai aucune idée. Dans le sens qu'il y a toujours... moi, en conférence, c'est pas important ce que je dis. Parce que ce qui est important, c'est le point de vue de la lumière. Qu'est-ce que la lumière veut faire? Moi, s'il y a quelqu'un qui me pose des questions, je réponds. Et je laisse le mouvement. C'est transparent ce que je fais. Ah oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est très transparent là, comme approche. Puis j'aime bien votre esprit de transparence, là, dans le sens que vous cherchez pas là, à tirer avantage de ça ou vous donnez des prétentions de sauver le monde ou de, tu sais. Oh non, surtout pas. Si au minimum
l'homme pouvait savoir ce qui s'en vient et qu'il soit équipé pour faire face à ce qui s'en vient, ce sera la meilleure des choses pour l'homme. Il faut aimer l'homme pour travailler pour l'homme. Et c'est dans cette mesure-là que les individus qui font un travail savent qu'ils ne font pas ce travail-là pour sauver l'homme, mais ils font ce travail-là parce que ils ont un grand respect pour la difficulté d'une âme de s'incarner sur la terre et d'arriver à bon port. C'est énormément difficile. Énormément difficile. Et la lumière n'a pas le choix de laisser l'information circuler à grande échelle. Et il y a autant de guerres sur les plans invisibles que de guerres sur la Terre. Parce qu'il y a énormément d'opposition. Énormément d'opposition pour pas que la conscience supramentale descende sur la Terre. Elle est descendue, mais elle n'est pas véhiculée à grande échelle. Parce que ça va prendre des chocs. Ça va prendre des grands chocs. Le seul choc qu'il y a eu là, depuis 10 ans, c'est le 11 septembre. Avant le 11 septembre, le seul grand choc qu'il y a eu, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Avant ça, c'était la Première Guerre mondiale. Mhm. Donc, ça vous donne une petite idée. Les chocs, il n'y en a pas beaucoup. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu l'incident au Japon là, l'année dernière là, avec Fukushima. C'est local. Oui, mais je veux dire, il y a eu le tsunami aussi de 2004. Un choc local. Parce que ça n'a pas marqué la psyché de l'homme. Il faut que ça marque la psyché de l'homme. S'il y avait eu, mettons, 3 centrales nucléaires qui explosent à travers le monde, ça pourrait marquer la psyché humaine. Qu'est-ce qui marque la psyché humaine? C'est un incident d'une ampleur qui fait basculer dans l'homme son niveau de crainte. Est-ce que vous pensez qu'il y a bien des gens qui craignent ça, le nucléaire, sur la planète Terre à cause de Fukushima? Pas du tout. Mais regardez le terrorisme, par contre. Regardez quoi? Regardez le terrorisme, par contre. Ah oui, ça éveille actuellement la crainte. Donc, c'est sûr que par rapport au 11 septembre, c'est tout à fait judicieux de faire la lecture que c'est un événement qui a attisé la crainte pour le terrorisme, les mesures de sécurité qu'on a vues aux États-Unis prendre de l'ampleur dans les aéroports. C'est ça. Puis l'Iran qui va avoir la bombe atomique, la bombe nucléaire, ça crée-tu de la crainte? Énormément. Beaucoup plus que Fukushima. Beaucoup plus que la Syrie. Donc, il y a des individus qui ont des agendas occultes, noirs, cachés, pour faire ce qu'ils ont à faire. Et ces événements-là vont se produire malgré ce que l'homme pense. Hitler n'a pas été empêché. Le 11 septembre n'a pas été empêché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'intelligence sur la Terre. Les gouvernements ne peuvent pas agir. Ils essaient de voter quelque chose contre la Syrie. La Chine et la Russie vont contre une résolution de l'ONU. Et je ne dis pas que l'ONU, c'est une grande chose, là. C'est pas ça que je dis. Je fais rien que démontrer le niveau de polarité qu'il y a entre les hommes présentement sur la Terre pour arrêter tout massacre de la dignité de l'homme sur la Terre. La pauvreté en Afrique. Il y a combien d'enfants qui meurent à chaque jour de pauvreté? Donc, il n'y a pas d'intelligence sur cette planète. Oui, ben c'est ça. Puis paradoxalement, tu sais, on a les cas justement en Somalie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts de faim, entre autres, dans les derniers mois. Puis en même temps, on a des problèmes de surplus de poids avec les populations occidentales, avec des pays comme les États-Unis, le Canada, où il y a de plus en plus de jeunes obèses. Fait qu'il y en a qui ont trop à manger, d'autres pas assez. Fait qu'on voit qu'il y a un problème de répartition puis de gestion de l'alimentation. Et les individus qui mettent un pari sur l'échec de la Grèce pour faire de l'argent. Ben oui. Donc, y a-t-il de l'intelligence? Il n'y en a pas. Seulement, il y en a dans l'homme. Individuellement, l'homme va reconnaître l'intelligence de l'homme, de celui qui parle. Et c'est cette seule assurance que je peux donner à l'homme, de savoir qui parle. Regardez qui parle derrière l'homme. Si c'est pas la lumière, regardez si c'est pas coloré un peu par du parasitage, si c'est pas indirectement des formes pensées qui véhiculent sur la Terre un autre mensonge. Je peux vous assurer que je n'ai compté aucun mensonge ce soir.
Je peux vous assurer ça. Que je n'ai pas donné d'espace au mensonge pour qu'il s'ajoute à la conscience de l'homme. Ça, je peux vous en assurer. Fait que c'est sûr que ça va être aux gens dans le public, justement, de faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui est dit, puis surtout d'écoute interne par rapport aux propos tenus, justement, pour détecter le mensonge cosmique ou le phénomène de parasitage. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça va être aux gens d'étudier ça, puis vraiment prendre ça à la légère, parce que ce n'est pas toutes les consciences qui doivent savoir, mais que l'homme soit averti, oui, toutes les consciences doivent être averties. Toutes les consciences doivent être averties et informées de la réalité de cette programmation-là luciférienne contre l'homme. Donc, ça, je serais curieux de vous entendre sur la distinction entre être averti puis le savoir. Mais le savoir, c'est parce que vous le vibrez dans vos cellules. Vous savez, parce que vous avez déjà vécu des situations et vous pouvez mettre un doigt. Ah, c'est ça qui m'est arrivé. Comprenez? Mm-hmm. Averti, c'est quand vous allez le vivre, ah, vous êtes averti. Ah, est-ce que ça se peut que ce soit ça? Et éventuellement, vous allez savoir que c'est ça. C'est ça la différence. Puis quand vous parlez du savoir, est-ce que ça repose sur des expériences liées au passé, antérieur? Non, okay. Jamais. C'est plus dans le sens vibratoire qu'on capte une longueur d'onde qui donne un appui à la parole. Oui, ça peut être une longueur d'onde, ça peut être... c'est une belle observation ce que vous faites là. Ça dépend comment l'individu fonctionne. How does he process the information? En français, je dirais comment il fait le traitement de l'information. Oui, oui, c'est ça, le traitement de l'information. Comment ça fonctionne? Il y en a que ça fonctionne différemment dans leur corps. Moi, pour moi, tout process, tout traitement d'information se fait au niveau de la vibration. Le son, ça sonne pas pareil dans mon oreille. Ça sonne pas. C'est au niveau du son. Il y en a d'autres que ça peut être au niveau psychiquement, ils savent, parce qu'ils sont extrasensoriels à un autre niveau. On n'est pas tous extrasensoriels dans le même niveau de conscience. Il y en a que c'est plus dans le son de la vibration, dans la parole. Dans l'autre, ça va être dans l'énergie qui est soufflée derrière. Ils vont sentir davantage qu'il y a du parasitage derrière. Ils ne sauront pas que c'est réel ou pas, mais étant donné qu'ils peuvent capter qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qui est derrière ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y en a qui ont des écrans mentaux, il y en a qui n'ont pas d'écran mental. Moi, je n'ai pas d'écran mental, je vois absolument rien. Il faut que j'aille donc par vibration. Prenez une personne qui voit les auras des gens, c'est un écran mental, donc elle voit énormément de choses. Moi, je vois absolument rien. Je suis content d'ailleurs, parce que ce ne sera pas reposant. Puis éventuellement, la plupart des gens qui voient des auras ne veulent pas en voir à un moment donné quand ils sont dans la conscience supramentale, parce que c'est pas reposant. Voir que l'autre est plein de parasites, là, c'est pas trop intéressant, vous êtes d'accord? Mais si je m'assieds un café puis je sens qu'il y a quelque chose qui va pas bien, je peux savoir intérieurement, par vibration, pour moi, que c'est le temps de changer de place. Je ne recommencerai pas à investiguer et à questionner le fait que l'autre est désagréable. Ça se peut aussi que je supporte tout simplement sa vibration parce que j'élève ma vibration. Puis il n'y a rien qui rentre. Mais c'est ça, savoir. Mais quand vous allez dans un café et que vous êtes averti que ça peut se produire, c'est le début du savoir. C'est le début du savoir. Parce que là, vous allez dire, c'est ça que ça voulait dire. Ah, je comprends où ça s'en va. Vous ne serez pas surpris après ça. L'homme, il faut qu'il arrête d'être surpris. L'homme, l'individu, il va dans un endroit, il est tout le temps surpris par l'astral. Il se passe quelque chose parce qu'il ne s'est pas protégé. Il ne s'assied pas à bonne place, ça fait que l'autre renverse son assiette sur lui, etc. Il aurait dû tout simplement savoir où est-ce qui est la meilleure place pour m'asseoir, où est-ce qu'il m'arrivera absolument rien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un parasite, si une personne est parasitée dans sa conscience, elle va certainement venir vous narguer indirectement. Pas elle, ces parasites. Parce que ces parasites le savent. L'entité qui lui tourne autour vous voit venir.
l'aura, puis elle va être possédée dans sa conscience, puis elle va tout simplement aller vous narguer. Elle peut vous narguer de très loin, pour ça. Elle peut être 2 tables à côté de vous, vous allez sentir quelque chose. Il y en a qui sentent ça, ces choses-là. Oui, dans le sens que le parasite qui est à l'intérieur d'un individu inconscient va l'utiliser, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, pour l'amener à commettre certaines paroles ou certaines actions. C'est en plein ça que je disais. C'est ça. Ah, vous le dites mieux que moi. C'est bon qu'il y en a qui soient capables de parler mieux que moi. Non, ben c'est pas. Je veux pas avoir de prétention de mieux parler que vous. C'était non, plus mais c'est pour bien, compléter. c'est bien dit. Je suis content d'entendre que c'est mieux formulé que je l'avais formulé. En tout cas, c'est plus clair. Ben, des fois, j'essaie une fois de temps en temps de reformuler des propos pour apporter un éclairage complémentaire là, aux gens qui nous écoutent pour les amener à bien saisir là, le tout. Là, ben, c'est ça qui est votre travail, puis vous le faites bien. Puis je crois que... Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Oui, on l'a abordé en détail, là, le phénomène du parasitage, puis vous avez amené... j'ai des textes d'ailleurs qui supportent ce que je disais, ou si les gens veulent savoir davantage. Oui, ben justement, d'ailleurs, je vais inviter les gens qui veulent aller un petit peu plus loin dans la compréhension du phénomène du parasitage, d'aller sur le site de marcdelasalle.com et d'aller télécharger le texte qui s'intitule « La malignité du parasite ». Oui, puis il y a également d'autres personnes qui font des textes. Exactement, puis c'est toujours un plaisir pour moi de parler avec vous. Étant donné que je trouve que vous nous amenez plus loin là, à travers vos propos pour accéder à la compréhension de certains phénomènes comme le parasitage qui a été question ce soir. Mais c'est bien. Bon, ben ça va finir l'émission sur une belle note. Fait que je vous remercie encore là, de votre générosité psychique et de votre disponibilité là, à travers au fil des semaines et que le fait que vous avez répondu à chaque fois là, positivement à venir à l'émission. Bien, merci beaucoup et merci à votre public d'être là. Au revoir. Au revoir.